Le Northrop JF-23 n'a jamais été produit, malgré le fait qu'il ait été l'un des prototypes les plus avancés de son époque. Il était rapide, furtif, aérodynamiquement raffiné et conçu pour mener les guerres aériennes du futur avant même que ce futur n'existe. Et pourtant, il a perdu. Il a perdu face au prototype du JF-22, l'avion qui finirait par devenir le F-22 Raptor. Mais cette défaite n'était pas aussi simple que de dire que l'un était bon et l'autre mauvais. Le JF-23 n'a pas été un échec technique. En fait, à bien des égards, c'était une proposition extraordinaire et meilleure que son concurrent. Mais son histoire est celle d'une décision militaire, industrielle et politique, prise au moment précis où la guerre froide touchait à sa fin et où les États-Unis devaient décider de la forme que prendrait leur supériorité aérienne pour les décennies à venir. Aujourd'hui, nous allons raconter l'histoire de cet avion qui a failli devenir le chasseur le plus avancé du monde. Le Northrop JF-23 Black Widow II dans cette nouvelle vidéo de l'aéropédie du monde de l'aviation. Pour comprendre cet aéronef, nous allons revenir aux années 60 et 80 lorsque l'US Air Force commençait à regarder avec inquiétude l'avenir du combat aérien. Le F-Queen's Eagle était à ce moment-là le grand chasseur de supériorité aérienne occidentale. Il avait été conçu avec une idée très claire, gagner chaque combat aérien. Il avait une grande vitesse, une excellente maniabilité, un radar très puissant et des missiles longue portée. Mais l'Union soviétique progressait aussi. Elle développait non seulement de nouveaux chasseurs, mais aussi des systèmes de défense de plus en plus complexes qui commençaient à changer la donne. L'USAF a compris que le remplaçant du F-15 ne pouvait pas être simplement un autre chasseur plus rapide. Il devait s'agir d'une nouvelle génération d'avions de combat. Le nouveau chasseur devait être difficile à détecter, capable de voler en supersonique sans post-combustion, ce qu'on appelle la vitesse supercroisière. Il devait avoir une avionique avancée, une grande autonomie, une bonne maniabilité et la capacité de survivre dans un espace aérien saturé de radars et de menaces modernes. Ce programme fut connu sous le nom d'ATF, Advanced Tactical Fighter. Au début des années 80, des demandes d'informations furent envoyées aux principales entreprises aéronautiques américaines, Boeing, General Dynamics, Lockheed, McDonnell Douglas et Northrop, parmi d'autres sociétés qui présentèrent leurs concepts. En 1986, la compétition s'est réduite à deux équipes, celle de Lockheed, associée à d'autres entreprises américaines, et une autre équipe concurrente. L'US Air Force recherchait un nouvel avion de chasse plus performant que le F-15 pour ses besoins. L'US Air Force cherchait un nouvel avion de chasse qui soit supérieur au F-15. L'US Air Force voulait un nouveau chasseur plus grand et plus performant que le F-15. L'avion devait être plus grand que le précédent, arriver en avance, être plus difficile à détecter, voler plus vite en supercroisière et conserver une signature radar et infrarouge extrêmement réduite. C'était un chasseur conçu pour détecter sans être vu, tirer et quitter la zone avant que l'ennemi ne puisse réagir. Lorsque Northrop a présenté le F-23, il ne ressemblait à aucun chasseur conventionnel. Son aile en forme de diamant, ses bords alignés, son fuselage intégré et ses deux grands empennages inclinés en V lui donnaient une apparence étrange, presque organique. Il n'avait pas l'agressivité visuelle classique d'un F-15 ou d'un F-16, il avait une élégance froide et calculée. L'aile était typique, avec une configuration en diamant, avec des bords d'attaque et de fuite très fortement inclinés, conçus pour allier efficacité supersonique, faible résistance et réduction de la section radar. L'avion n'avait pas non plus de stabilisateurs horizontaux distincts. À la place, il avait deux grandes surfaces de queue inclinées en V court, connues sous le nom de ruddervator, une combinaison de gouvernail et d'élévateur qui remplissait à la fois les fonctions de contrôle du tangage et du lacet. Cette configuration aidait à réduire le nombre de surfaces exposées et à aligner les bords de l'avion, ce qui était fondamental dans une conception furtive. Dans les avions furtifs ou invisibles au radar, la forme est aussi importante que les matériaux. Chaque bord, chaque jonction, chaque angle peut réfléchir l'énergie du radar. C'est pourquoi le JF-23 était rempli de décisions visant à assurer la cohérence électromagnétique afin de ne pas être détecté. Les moteurs étaient séparés en deux nacelles, intégrées dans le fuselage, avec des prises d'air conçues pour dissimuler la face des compresseurs, l'une des parties les plus réfléchissantes d'un moteur à réaction. La sortie des gaz était également très soignée.
Au lieu des tuyères circulaires conventionnelles, il utilisait des sorties larges et aplaties, intégrées dans la partie supérieure arrière du fuselage, dans le but de réduire la signature infrarouge sous certains angles. C'était essentiel, car un chasseur furtif ne doit pas seulement être difficile à détecter par les radars, il doit aussi réduire sa signature thermique. Surtout parce qu'il existe des missiles infrarouges qui recherchent la chaleur, qu'ils soient air-air ou air-sol, et les gaz du moteur sont l'une des sources les plus évidentes. Contrairement au JF-22, le JF-23 ne disposait pas de poussée vectorielle. Northrop a décidé de ne pas l'utiliser afin de réduire le poids, la complexité et la signature radar. Cette décision du constructeur marquait clairement la philosophie de l'avion. Il ne misait pas tout sur le combat aérien rapproché, mais plutôt sur la vitesse, la discrétion et l'efficacité. Pour maintenir les coûts bas, malgré la conception innovante, une série de composants déjà produits en série par Northrop et McDonnell Douglas ont été utilisés. Comme le train d'atterrissage a vendu F-15 des parties du train d'atterrissage principal d'un FA-18 Hornet et plusieurs composants du cockpit du F-15E Strike Eagle. Le JF-23 a volé 50 fois avec un total de 65 heures accumulées. Le programme a produit 2 prototypes. Le premier était le PAB Corta inconnu de façon informelle sous le nom de Black Widow 2. Cet avion était propulsé par 2 moteurs, Pratt Whitney JF-119, et le deuxième prototype, connu sous le nom de Grey Ghost, était équipé de moteurs General Electric JF-120. Cela était dû au fait que le programme ATF mettait en concurrence non seulement les avions, mais aussi les moteurs. Pratt Whitney proposait le JF-119 comme une évolution plus conservatrice et robuste dans les paramètres requis. C'est ensuite ce moteur qui a équipé les F-22 Raptors. L'autre moteur était le General Electric JF-120, un moteur beaucoup plus ambitieux, à cycle variable, conçu pour combiner l'efficacité dans différents régimes de vol. Le premier JF-23 a été officiellement présenté le 22 juin 1990 sur la base aérienne d'Edwards. À peine une semaine plus tard, il a commencé les essais moteurs et le roulage. Le 27 août 1990, il a effectué son premier vol. Selon les récits du programme et du pilote à cette époque, l'avion a eu un comportement très solide dès le début, y compris lors du décollage. Le F-16 d'escorte a dû utiliser la post-combustion pour l'accompagner, tandis que celui-ci montait sans post-combustion. Cela en dit long, car le JF-23 avait été conçu pour exploiter ses moteurs et son aérodynamisme de la manière la plus efficace possible. Sa capacité de supercroisière, c'est-à-dire de voler à des vitesses supersoniques soutenues sans post-combustion, était l'un des éléments clés du programme. La post-combustion augmente la vitesse, mais consomme beaucoup de carburant et accroît la signature infrarouge. Un chasseur capable de voler en supersonique sans l'utiliser a un avantage énorme. Il peut arriver plus vite, conserver plus d'énergie, économiser du carburant, aller plus loin et rester plus discret. Le premier prototype, le Black Widow 2, a réussi à atteindre des vitesses supersoniques et le supercroisière au-dessus de Mach 1,5. Le deuxième prototype, équipé de moteurs General Electric, est allé encore plus loin. Bien que certaines données exactes n'aient pas été rendues publiques, on dit qu'il a atteint des vitesses proches de Mach 2. En tant qu'intercepteur et chasseur de supériorité aérienne de 5e génération, sa mission était de pénétrer dans l'espace aérien contesté, de détecter les menaces, d'utiliser sa faible observabilité pour s'approcher sans être vu et de lancer des missiles avant que l'ennemi ne puisse réagir. En ce sens, sa conception était cohérente avec le combat au-delà de la portée visuelle. Cet avion disposait d'une soute à armes interne dans le fuselage, essentielle pour maintenir une faible signature radar, et il pouvait, s'il était produit en série, emporter des missiles à l'extérieur, ce qui augmentait la traînée aérodynamique et, bien sûr, le rendait beaucoup plus visible au radar. Le supposé F-23 de série aurait incorporé des changements importants, y compris une configuration interne d'armement plus développée, des capteurs opérationnels, un radar défini et probablement des modifications structurelles par rapport au prototype, tout comme ce fut le cas pour le F-22 Raptor. C'est pourquoi il est important de ne pas confondre le F-23 avec un chasseur prêt à entrer en combat. Ce n'était pas cela, c'était un démonstrateur qui montrait qu'il pouvait être un chasseur de supériorité aérienne de nouvelle génération. On cherchait à tester la viabilité du design.
Le F-22 semblait plus proche de l'évolution extrême du chasseur classique, avec beaucoup de maniabilité, d'agilité, de poussée vectorielle et la maîtrise du combat aérien aussi bien au-delà de la portée visuelle qu'en combat rapproché. En revanche, le F-23 était davantage orienté vers l'autonomie, la furtivité et l'interception à grande vitesse. Les deux appareils étaient modernes et performants, mais abordaient le combat aérien différemment. L'histoire populaire a tendance à simplifier la compétition ATF en disant que le JF-23 était plus rapide et plus furtif mais moins maniable, tandis que le JF-22 était plus agile et c'est pour cela qu'il a gagné. Cette explication est partiellement vraie mais incomplète. Le JF-23 offrait probablement des avantages importants en furtivité et en supercroisière. Son design était extrêmement épuré, ses formes très raffinées et sa philosophie favorisait la faible détectabilité. Mais le JF-22, pour sa part, a démontré une maniabilité plus visible, notamment grâce à la poussée vectorielle, et il a également effectué des démonstrations de lancement de missiles pendant la compétition, ce que Northrop n'a pas fait. Mais la décision de l'US Air Force, ou l'USAF, ne dépendait pas seulement de l'avion qui était le meilleur sur une fiche de performance. Le 23 avril 1991, le secrétaire à l'armée de l'air américaine a annoncé que le gagnant était le JF-22 de Lockheed, accompagné des moteurs Pratt et Whitney F-119. L'explication officielle indiquait que les deux avions répondaient aux exigences du programme ATF, mais que l'US Air Force avait davantage confiance en Lockheed et Pratt et Whitney pour gérer le programme et livrer le système dans les délais et les coûts impartis. Il faut garder cela à l'esprit. Cette phrase est importante car elle ne dit pas que le JF-22 ne valait rien ou qu'il était moins bon. Elle dit que dans une compétition de systèmes d'armes, la gestion du programme compte aussi, ainsi que le risque industriel, la maturité perçue, les coûts, les délais de livraison et la confiance du client. Northrop venait de programmes très sophistiqués, comme le B-2 Spirit, mais aussi d'une expérience associée à des coûts élevés et à une grande complexité. Avec le B-2 Spirit, ils avaient largement dépassé le budget. Lockheed, de son côté, avait une solide expérience dans les programmes secrets et les avions avancés, et sa proposition a été perçue comme la plus adaptée pour passer à la production. De plus, le contexte était en train de changer, l'Union soviétique était en crise et la guerre froide approchait de sa fin. Les États-Unis ne choisissaient plus un avion dans un climat d'expansion illimitée des dépenses militaires, mais à un moment où les programmes devaient de plus en plus justifier leurs coûts. C'est pourquoi le JF-23 a perdu à cette intersection de technique, de politique, d'industrie et de stratégie. Mais voyons en quoi le JF-23 aurait pu être meilleur que son concurrent, le JF-22. Mais pour cela, il faut comprendre ce que signifie « meilleur ». Si l'on parle de discrétion, de vitesse de croisière supersonique et d'efficacité aérodynamique, le JF-23 avait des arguments très solides. Son design semblait particulièrement optimisé pour le combat au-delà de la portée visuelle et pour les missions où la priorité était de détecter, d'attaquer et de repartir sans s'engager dans un combat prolongé. Si l'on parle de maniabilité démontrée, de maturité pour la transition vers la production et de confiance institutionnelle, le JF-22 avait des avantages clairs. Après la décision de 1991, le programme JF-23 prit rapidement fin. Les deux prototypes furent entreposés. On leur a retiré l'équipement gouvernemental, y compris les systèmes avioniques utiles et les moteurs, et ils sont restés un certain temps sur la base d'Edwards. La propriété a été transférée à la NASA en 1993, mais les projets d'essais structurels n'ont pas abouti, faute de financement. Les cellules ont donc été récupérées. Finalement, les deux avions ont été préservés. Le premier prototype se trouve au musée de l'US Air Force à Dayton, Ohio, et le second prototype au musée de l'air de Californie. Le 1170. La silhouette du JF-23 est réapparue dans les discussions sur les avions du futur. Northrop Grumman a même proposé des concepts dérivés pour des missions d'attaque ou de bombardement régional, comme le concept du FB-23 Rapid RTA, une idée beaucoup plus grande et adaptée à un autre type de rôle. Des spéculations ont également émergé concernant d'éventuels dérivés pour des programmes étrangers, bien qu'aucune de ces possibilités n'ait finalement abouti à un avion opérationnel. Northrop n'a pas disparu du monde de la furtivité, bien au contraire. Son expérience en matière de faible détectabilité s'est poursuivie dans d'autres programmes, du B-2 Spirit jusqu'au B-21 Rider.
D'une certaine manière, le JF-23 était une branche évolutive qui n'est jamais arrivée à la production, mais qui appartenait à la famille des avions à la conception très avancée. Au final, le JF-23 est important parce qu'il représentait une idée différente de la supériorité aérienne. C'était une machine conçue pour réduire les opportunités de l'ennemi, pour le forcer à réagir tardivement et pour l'obliger à chercher une cible qui avait peut-être déjà tiré et s'éloignait à vitesse supercroisière. En ce sens, elle anticipait beaucoup de ce qui est aujourd'hui débattu dans l'aviation de combat. Cet aéronef était un avion brillant, mais il n'a pas réussi à gagner la bataille complète en convainquant une force aérienne de transformer sa flotte. J'espère que cette vidéo vous a plu, je suis Marcos et voici l'Aéropédia de Mundo de Aviation.